Grande manœuvre ce matin à bord des bâtiments de guerre dont dispose la marine à Carthagène. L'amiral Diaz, le grand patron de la flotte caraïbe, salue ses hommes. Il sait que plus de 50 soldats de l'armée colombienne sont tombés en moins de 2 mois début 2005. Mais l'amiral veut croire à l'utilité de son combat. Le travail sur le renseignement a été un aspect fondamental. C'est grâce au renseignement et à toutes les opérations menées que nous avons obtenu des résultats. Des résultats meilleurs d'une année sur l'autre. Nous avons appris quelle était la bonne façon de faire, pour nous, mais aussi quelle était la façon de procéder de tous ces individus qui agissent de façon délictueuse dans cette zone. Ils ont une motivation dont nous ne comprenons pas tous les ressorts, mais qui les pousse à risquer leur vie tous les jours. Le renseignement est colombien, mais nous avons, comme je vous le disais, des accords avec différentes forces, avec différents pays, parmi lesquels les États-Unis. Mais nous avons aussi des relations très fortes, chaque jour plus étroites, avec les pays de la Caraïbe. C'est la frégate Antioquia qui est de sortie ce matin. Souvent positionnée au large des côtes, ces frégates servent de poste de commandement lors des opérations d'interception des go-fast en haute mer. Au programme, un exercice traditionnel d'interception. Mais l'exercice sera très limité. Il manque l'hélicoptère parti dans la nuit porter assistance à des troupes au sol. Il manque aussi les avions radars américains. Ce sont eux qui le plus souvent localisent et signalent la position des embarcations des trafiquants. Nous restons plus près de la côte. Eux prennent position sur ce qu'on appelle la ligne de non-retour. À combien de milles? Ils sont à 100, 120 000 environ. Ils sont là. Oui, ils sont là où les bateaux ne peuvent plus faire demi-tour. Ils sont là avec leurs grands moyens, des frégates de l'US Navy, des unités des gardes-côtes, des unités de surveillance aérienne. Un dispositif très complet et une collaboration très étroite qui nous a permis tous les succès rencontrés ces dernières années. Avion de type P-3 Orion pour diriger les opérations. Avion radar AWACS si nécessaire depuis l'été 2004. Les Américains depuis 5 ans mettent le paquet. Derrière chaque opération, on devine l'énorme puissance des États-Unis. Le plan Colombie avait pour but de lutter contre la guérilla et de tarir ses sources de financement en s'attaquant au trafic de drogue. Mais malgré les 3 milliards de dollars d'aide versées par les USA, la bataille est loin d'être terminée. Dans le scénario classique, les go-fast, ces vedettes qui filent à plus de 70 km/h avec une autonomie de plus de 800 km, peuvent surgir de n'importe où. Leur présence aura d'abord été détectée par l'avion radar. La frégate viendra ensuite couper leur route. Si elles se sentent repérées, elles auront tendance à se rendre plutôt que de résister. À bord de l'Antioquia, les canons sont chargés et chacun est à son poste. Souvent, ils se jettent à l'eau après avoir passé de l'essence sur leur corps. Ils balancent la drogue par-dessus bord. Comme ça, on ne trouve rien si on les attrape. Étant donné qu'on utilise l'hélicoptère pour neutraliser l'embarcation, surtout si on leur intime l'ordre de s'arrêter, ils ont souvent tendance à se coucher sur les moteurs, pour éviter que l'hélicoptère ne puisse viser ces moteurs et contraindre le bateau à s'arrêter. Les gardes-côtes surgissent au dernier moment. Ils ont le beau rôle. Aujourd'hui, ce sont eux qui vont arrêter les coupables. Cette année, avec l'aide de toutes les forces navales de la Caraïbe, nous avons déjà saisi 12 tonnes de cocaïne. Voilà dans la réalité à quoi ressemble une saisie au large. Ce 1er février, l'intervention a lieu alors que le go-fast n'est pas très loin des côtes. La caméra de l'hélicoptère enregistre. On nous affirme que l'équipage s'est jeté à l'eau, laissant le bateau filer seul à pleine puissance. Nous ne disposons pas des images qui précèdent cette scène. Remarquez seulement la présence du tireur d'élite. C'est lui qui doit neutraliser le bateau chaque fois que c'est nécessaire.
L'hélicoptère reparti, l'opération de communication peut commencer. Nous retrouvons sur la plage la carcasse du Go Fast calcinée, avec à bord la cargaison de cocaïne destinée très probablement aux États-Unis. Ces ballots de drogue transitent par des îles comme la Jamaïque ou Haïti, voire le Mexique lorsque les Go Fast sont ravitaillés en carburant en haute mer. Chaque obstacle voit les prix s'envoler. Cette cargaison de 2 tonnes livrée sur le sol américain aurait rapporté plus de 100 millions de dollars. On mesure mieux la valeur des saisies. À l'origine, l'essentiel des chargements partait pour les États-Unis. Mais ces dernières années, le marché européen s'est développé. Les Go Fast ne se dirigent plus exclusivement vers les USA, mais de plus en plus vers ce qu'on appelle, nous, la route européenne. Les Français, les Néerlandais et les Britanniques, qui ont des bases dans la région, ont commencé à collaborer avec nous. Mais il faut qu'ils en fassent beaucoup plus. L'objectif doit être plus clair pour que les résultats soient à la hauteur de nos ambitions. Pour la première fois depuis 20 ans, les volumes de poudre blanche qui parviennent en Amérique du Nord seraient stabilisés. Mais l'action des Américains a des effets pervers. Le flux à destination de l'Europe a tendance à s'amplifier. Que ce soit sur des cargos, sur des bateaux de pêche, des voiliers ou par la voie des airs, la drogue colombienne prend de plus en plus facilement la route du vieux continent. Sur la route européenne, les Go Fast des trafiquants n'assurent qu'une partie du trajet. Ce sont souvent des bateaux de plaisance qui prennent le relais. Arrivée par voie terrestre, la cocaïne destinée à l'Europe commence souvent son voyage maritime sur le littoral vénézuélien. C'est au large de l'île Margarita qu'ont lieu bon nombre de transbordements. Mais la plaque tournante dans la région, c'est Trinidad et Tobago, connu pour être un des hauts lieux du trafic. Restent les petits chantiers navals installés sur les îles les plus pauvres, au sud des Petites Antilles. Contrairement aux idées reçues, les 29 États ou territoires de la Caraïbe ne sont pas tous des paradis où il fait bon vivre. L'île de Sainte-Lucie, par exemple, est bien plus riche que sa voisine Saint-Vincent, juste au sud. L'afflux ces dernières années des bateaux de croisière représente une source de revenus importante. Mais Sainte-Lucie reste encore 5 fois plus pauvre que son autre voisine, la Martinique, juste au nord. Christian Puiboub, officier des douanes à Fort-de-France, ne peut ignorer ces disparités régionales quand il prépare ses missions. Les points d'intérêt, disons que c'est ce que nous allons faire cet après-midi, c'est-à-dire particulièrement le canal de Sainte-Lucie, où il peut y avoir des petits bateaux, voire des yolles, voire des voiliers, qui pourraient remonter chargés, bien entendu, de stupéfiants. On sait où se font les transbordements ? Non, enfin, il n'y a pas vraiment de lieu bien déterminé. Non. Si on le savait, ça serait bien et on pourrait y aller directement. Non. 2 fois par jour, l'avion des douanes va survoler les eaux territoriales de la Martinique à la recherche d'indices. Le comportement de chaque bateau de plaisance rencontré sera analysé. Le moindre doute va donner lieu à des recoupements. Disons qu'il y a certaines choses qui, sur un bateau qui peut le rendre suspect, oui, bien sûr, mis à part la provenance supposée, d'après sa route présente, sa destination supposée également toujours d'après sa position et sa route, mais également une seule personne à bord par exemple, ça peut être suspect, l'état du bateau aussi, si c'est un bateau quand même assez vétuste. Attention dans 5 secondes à gauche. Il y a un radar aussi. J'ai la photo. Non, moi je n'arrive pas. J'ai la photo. Les douanes disposent d'un fichier très exhaustif dans lequel sont stockées toutes les photos prises au cours des missions.
Les noms, les nationalités, les équipements, les dates du survol, tout est rentré dans la base de données. 4 nautiques et demi. Ok. Bon, je passe à Python. Oui. Je vais en voir un autre là dans 2 minutes. Un petit 10 droite de 5 nautiques. Celui-là. On va faire un. Oui, bon. Bah, attends, je vais essayer de dire ça aux jumelles, mais c'est pas évident. Grâce à son niveau de vie confortable, le plus haut de la Caraïbe, la Martinique dispose d'administrations capables de s'interposer sur la route de l'Europe. Régulièrement, des affaires de saisie à bord de voiliers sont jugées à Fort-de-France et les douanes, bon an mal an, mettent la main sur 2 à 3 tonnes de poudre blanche. Le Mozart, donc en juillet 2002, sur lequel on a trouvé 400 kg de cocaïne, arraisonné par une frégate anglaise et ramené dans les eaux territoriales françaises et remis au service de la douane. Donc voici ce qu'il y avait à bord. Le Cyclone, donc ça c'est un navire saisi au large, donc avec un navire de la Marine nationale sur lequel est embarqué un agent des douanes, donc qui a participé à la fouille et permis la découverte de 1,2 tonne de cocaïne. Ensuite, donc le Jumbie, qui fait partie du duo Planète et Jumbie, qui ont été arraisonnés à Lorient avec 1,5 tonne de cocaïne à bord. Et c'est grâce à l'information de la Martinique que cette affaire a pu être réalisée à Lorient. Donc le Tébit, avril 2003, 1,1 tonne de cocaïne sur un navire de pavillon belge. Il est passé en Martinique en fin de week-end, un dimanche soir. Donc on s'est dit que c'est intéressant de regarder ce qu'il y a à bord. Et effectivement, il était dans les eaux, on l'a ramené à terre, on l'a fouillé et on a trouvé effectivement 1,1 tonne de cocaïne à bord qui était dissimulée dans les cuves du navire. Après le 11 septembre, les Américains sont devenus étanches sur leurs frontières. Donc effectivement, les trafiquants ont dû chercher d'autres voies de passage, qui pourraient expliquer d'ailleurs la montée des saisies en ce qui nous concerne, sans doute. De là à imaginer que plus rien ne passe aux États-Unis et que le trafic est détourné vers l'Europe, je crois qu'il y a un grand pas que je ne franchirai pas. Patrick Roussel est officier naval des douanes. Jusqu'en juillet 2004, son administration avait tout pouvoir pour surveiller les trafics aux frontières de la Martinique. Depuis, sur décision de Nicolas Sarkozy lors de son passage au ministère de l'Intérieur, la lutte contre le trafic de stupéfiants dans les Antilles françaises est l'affaire de tous. Douane, police, gendarmerie et marine nationale participent aux mêmes enquêtes tout en resserrant les liens avec le voisin américain. On a le sentiment qu'il y a eu des zones de compétences qui ont été attribuées. Les Américains se limitant, entre guillemets, à ce qui remonte chez eux et laissant ou donnant les renseignements permettant d'arraisonner les navires aux autorités européennes, donc hollandaises, anglaises, françaises, pour toutes les marchandises à destination de l'Europe. Oui, bonjour, ici c'est l'officier de permanence des douanes. Bonsoir. Et je vous appelle pour savoir si éventuellement vous auriez un préavis d'arrivée pour un navire de pêche vénézuélien qui s'appelle le Testiguera. Testiguera. Ouais. Bon, bah d'accord. Très bien. Ben, je vous remercie. Ok, au revoir. De toute façon, on a toujours un œil sur tous ces navires qui arrivent. C'est pas parce qu'ils viennent débarquer du poisson et qu'ils sont déclarés qu'ils sont pas intéressants. Maintenant, on a des équipes. Quand ils arrivent au port de Fort-de-France, ils sont dans une zone protégée, ils ne peuvent pas sortir. La douane arrive et inspecte systématiquement tous les bateaux qui arrivent avant que le poisson soit déchargé. Et même pendant le déchargement du poisson, les agents sont présents. Donc logiquement, on limite quand même au maximum le risque de déchargement. Bon, évidemment, ils pourraient arriver, décharger quelque chose à la mer, Niol vient à leur rencontre, c'est toujours possible.